Avez-vous remarqué en 2025, quelque chose de colossal est en train de se produire? Et pourtant, presque personne n'en parle. Le lien qui semblait solide depuis des décennies entre les États-Unis et le Canada se fissure un peu plus chaque jour. Pourquoi le Canada a-t-il soudainement annulé tous ses vols vers les États-Unis? Et qu'est-ce qui a poussé ces ponts économiques, affectifs et communautaires à se rompre du jour au lendemain? Est-ce une question de politique de sécurité ou y a-t-il des raisons plus profondes dont on ne nous parle pas? La réponse se cache dans 10 États américains, certains noms vous les devinerez facilement, mais d'autres vous feront réécouter ce passage pour être sûr de ne pas avoir mal entendu. Numéro 1, le Vermont. Petit État niché juste à la frontière, le Vermont a longtemps vécu au rythme des visites chaleureuses de ses voisins du Nord. Hôtels familiaux, chambres d'hôtes, restaurants, farm to table, confitures artisanales et fromages locaux. Tout vibrait d'activité à chaque automne et hiver. Aujourd'hui, les plaques d'immatriculation canadiennes ont presque disparu autour du lac Champlain. En seulement 3 semaines après l'interdiction des vols, le nombre de visiteurs canadiens au Vermont a chuté de près de 90%. Dans un État où il représentait plus d'un tiers de la fréquentation totale, ce n'est pas une baisse, c'est une asphyxie silencieuse. Dans un petit café de Derby Line, autrefois bondé chaque week-end, il ne reste plus que la propriétaire de 74 ans et des chaises vides. Elle confie: avant, les Canadiens faisaient 3 heures de route juste pour boire un café ici. Maintenant, j'ouvre chaque matin seulement pour respirer l'odeur du bois brûlé d'autrefois. Les données du département du tourisme du Vermont montrent que plus de 32% des revenus de la haute saison venaient des visiteurs canadiens. Mais depuis que le gouvernement canadien conseille à ses citoyens d'éviter les États-Unis pour des raisons de sécurité de coûts et de politique, des villes frontalières comme Newport North Troy ou Highgate Springs semblent avoir perdu leur battement de cœur. Plus inquiétant encore que le silence, ce sont ces prêts contractés par les habitants pour rénover leurs maisons et moderniser leurs intérieurs dans l'espoir que les visiteurs reviennent cet automne. Aujourd'hui, il ne leur reste que des factures, et cette question qui les hante: y aura-t-il encore une saison? Numéro 2, le Montana. Le Montana, un nom qui évoque les plaines infinies, les stations-service isolées et une liberté sans limite. Mais ce qui faisait autrefois sa force, l'éloignement, le silence, la nature sauvage, est en train de se transformer en fardeau. Depuis que le Canada a interdit les vols vers les États-Unis, un vieil homme de 78 ans, propriétaire d'un petit restaurant au bord de la route, près de l'entrée du parc national de Glacier, a presque perdu toute sa clientèle. Chaque année, des milliers de Canadiens s'arrêtaient, là prenaient un café, parlaient de la neige d'Alberta, plaisantaient sur le gibier séché qu'ils préparaient. Cette année, les vitres sont couvertes de poussière, l'enseigne s'écaille. Personne ne l'a oublié. Mais plus aucun avion ne les amène jusqu'ici. Les revenus liés aux visiteurs canadiens dans la région de Glacier ont chuté de 45%. Les petites villes, qui vivaient au rythme des convois de camping-cars venus du Nord, sont désormais silencieuses. La boutique de souvenirs Welcome Friends from Canada a éteint ses lumières. Le Montana s'est toujours enorgueilli de pouvoir vivre sans dépendre de personne. Pourtant, ses habitants autonomes se retrouvent aujourd'hui laissés pour compte absent de toutes les cartes de priorité. Quand le Canada se retire, ce n'est pas seulement le tourisme qui disparaît, mais aussi des liens de voisinage, des échanges commerciaux tissés depuis des générations balayés par les rivalités de puissances lointaines. Ici, la plus grande crainte n'est ni la neige ni le froid, mais ce silence prolongé qui étouffe l'économie. Pour beaucoup de personnes âgées, partir dans un autre état est impensable, pas de retraite confortable, pas les moyens de vivre ailleurs où tout coûte plus cher. Leur maison, souvent, leur seul vrai bien, n'attire plus aucun acheteur. Le Montana reste magnifique, mais comme une île coupée du monde. Numéro 3, le Michigan. Chaque été, des centaines de milliers de Canadiens traversaient le pont Ambassador pour rejoindre le Michigan comme un rituel silencieux, mêlant souvenirs et moyens de subsistance. Aujourd'hui, le pont est toujours là, mais les pas ne reviennent plus. Selon le Michigan Economic Center, les visiteurs canadiens dépensaient autrefois plus de 800 millions de dollars par an dans l'État, principalement dans de petites communautés où presque aucun autre touriste étranger ne mettait les pieds. Avec la disparition de ces flux, employés du secteur des services, comme retraités ayant ouvert une petite boutique, se retrouvent happés par l'instabilité. De nombreux seniors qui avaient investi dans des maisons de vacances près de la frontière doivent désormais vendre à perte, parfois 40% en dessous des prix d'avant la pandémie. Une artisane de Mackinac confie: je ne cherche pas à devenir riche, je veux juste revoir l'étincelle dans les yeux des visiteurs admirant le mouchoir que j'ai brodé. Mais aujourd'hui, plus personne ne vient. L'impact ne se limite pas aux aéroports ou aux agences de voyage, il brise aussi le tissu des communautés binationales familles ayant 2 nationalités, écoles bilingues, quartiers où cohabitaient plusieurs générations. Pour les personnes âgées ayant enfants et petits-enfants au Canada, la plus grande perte n'est pas financière, mais bien cette distance qui devient chaque jour un peu plus difficile à franchir. Numéro 4, la Floride. La Floride, terre de soleil éternel, de plages dorées et de milliers de résidences hivernales, fut longtemps la destination numéro 1 de millions de Canadiens âgés.
Ils l'appelaient leur deuxième maison, un refuge contre les hivers glacials du Québec, de l'Alberta ou du Manitoba. Mais cette année, le décor a changé. Plus de convois de camping-cars immatriculés au Canada vers Tampa, plus de sièges occupés à Palm Beach ou Fort Lauderdale. Aucun vol en provenance de Toronto, aucun signe de ces visiteurs venus du Nord. Sous un soleil éclatant, les longues rangées de chaises sur le sable restent désespérément vides. En seulement 2 mois après l'interdiction des vols, plus de 70% des visiteurs hivernaux canadiens ont disparu, soit plus d'1 milliard de dollars envolés, non seulement pour les hôtels, mais aussi pour les cliniques privées, les maisons de retraite haut de gamme, les services de soins à domicile, les restaurants et même les cabinets médicaux bilingues. Sans visiteurs, les communautés de retraités commencent à s'inquiéter. Ceux qui louaient pour de longs séjours hésitent désormais à réserver. Les entreprises spécialisées dans l'accompagnement des seniors voient leur chiffre d'affaires chuter de 60%. Les habitants locaux en pâtissent aussi. Beaucoup de retraités travaillaient à temps partiel comme chauffeurs ou employés saisonniers dans les complexes touristiques. Ils se retrouvent aujourd'hui sans revenus complémentaires. Un résident de Naples témoigne « Ma retraite est fixe, mais les prix montent sans cesse. Sans les visiteurs, je n'ai plus aucune marge de manœuvre. La Floride reste belle, lumineuse, mais il n'y a plus de rire, plus de cocktails au coucher du soleil, plus de parties de pickleball animées. Quand une économie dépend autant d'un seul groupe de visiteurs, un simple arrêt temporaire des vols suffit à provoquer des dégâts majeurs. Alors, si cette tendance dure des années, certaines banques locales, en partenariat avec des associations de seniors, ont lancé le programme Florida Silver Secure, réaménagement de prêts immobiliers, aide pour les médicaments, conseils financiers gratuits pour les personnes touchées. Mais la plus grande perte n'est pas financière, c'est la disparition de ce sentiment de familiarité et de sécurité que la Floride et le Canada partageaient depuis si longtemps. Nella 5, New York. New York, symbole d'un rythme effréné de lumière qui ne s'éteigne jamais, et de ce rêve venu d'outre-Atlantique se tenir ne serait-ce qu'une fois sur Times Square. Et pourtant, depuis que le Canada a annoncé l'interdiction de ses vols vers les États-Unis, l'atmosphère a changé de façon saisissante. Autrefois, les Canadiens représentaient près de 14% des visiteurs internationaux à New York, injectant des milliards de dollars dans l'économie de la ville. Ils venaient pour Broadway, les musées, le shopping chez Macy's, les promenades dans Soho, laissant leur empreinte dans chaque quartier. Mais après une seule annonce, les hôtels se sont vidés, des centaines d'événements ont été annulés et le secteur des services s'est figé. Les chiffres sont parlants, en seulement 8 semaines, les réservations venues du Canada ont chuté de 62%. Les petites chaînes de restaurants ont perdu jusqu'à 40% de leur chiffre d'affaires. Des chauffeurs Uber âgés ont quitté leur emploi incapables de payer le carburant. Une communauté soudée depuis des générations se retrouve brusquement séparée par une décision échappant à tout contrôle local. Ce qui inquiète encore plus, c'est l'effet domino sur la jeune génération quand elle perd son travail. Ce sont souvent les aînés qui en subissent les conséquences. Les aides sociales arrivent trop tard, l'inflation continue de grimper et le rêve américain est repoussé. Peut-être avons-nous sous-estimé l'importance des liens transfrontaliers non seulement pour le commerce mais aussi pour les émotions, les traditions et ce sentiment d'appartenir à une communauté plus vaste. Les ponts existent toujours, mais ils ne servent à rien si personne ne vient les traverser. Narcisse, le Nevada, Las Vegas. La ville qui ne dort jamais brille toujours de 1000 feux chaque nuit. Mais si les lumières semblent aujourd'hui plus éclatantes, ce n'est pas parce que la ville est plus somptueuse. C'est parce qu'il y a moins de regards pour les admirer. Les casinos restent ouverts, les centres de congrès déroulent encore leur tapis rouge, mais on peut longer le strip à 22h sans avoir à se frayer un chemin dans la foule. Plus de groupes de touristes québécois, francophones dans les halls d'hôtels, plus de visiteurs canadiens achetant leurs billets pour le Cirque du Soleil. L'effervescence et l'excitation d'hier ont laissé place à une tension sourde et à une inquiétude persistante. Selon le département du tourisme du Nevada, Las Vegas perd désormais plus de 50 000 visiteurs canadiens chaque mois depuis l'interdiction des vols. Dans une ville où plus de 65% du secteur hôtelier et du divertissement dépend des voyageurs internationaux, ce n'est plus un signal d'alarme, c'est une chute libre. Les chauffeurs Uber n'ont plus de courses, les boutiques duty-free restent vides et les terrains de golf n'accueillent plus les groupes venus de Vancouver qui réservaient parfois 1 an à l'avance. Pour les travailleurs âgés à temps partiel dans les hôtels ou la technique événementielle, perdre un seul service ne signifie pas seulement perdre de l'argent, c'est aussi perdre son autonomie, ses liens sociaux et parfois même son estime de soi. Un habitant confie « Je ne demande pas qu'on me donne de l'argent. Je veux juste retrouver le rythme d'avant, un congrès animé, une soirée ponctuée de rire dans l'ascenseur, le Vegas que j'aimais. » Narcisse, l'Arizona. Chaque hiver, des centaines de milliers de Canadiens âgés fuyaient le froid mordant de Winnipeg ou de Toronto, traversant la frontière en camping-car. Leur destination n'était pas la Californie ni le Texas, mais l'Arizona, terre de soleil, de cactus et de tranquillité. Ils s'appelaient eux-mêmes les snowbirds, ces oiseaux migrateurs qui échappent à l'hiver.
Mais cet hiver n'a rien de commun avec les précédents. Plus de files de camping-cars sur les autoroutes, plus de visiteurs canadiens faisant halte au supermarché, à la pharmacie ou sur les terrains de golf. Plus de vols en provenance de Calgary, d'Ottawa ou de Vancouver. Le vent siffle entre les rangées de maisons mobiles désertes. Le propriétaire de 74 ans d'un parc de maisons mobiles à Mesa, assis sur une vieille chaise en bois, montre les sièges vides. L'hiver dernier, une dizaine de familles canadiennes vivaient ici. Elles apportaient leurs plats traditionnels, racontèrent des histoires de leurs petits-enfants, faisaient de l'exercice ensemble le matin. Aujourd'hui, je prépare du thé et personne avec qui le partager. Il n'est pas le seul à ressentir cette solitude. Les services de santé en Arizona en particulier, les petites cliniques et les pharmacies privées souffrent eux aussi. L'essentiel de leurs revenus hivernaux provenait de Canadiens venant pour des bilans réguliers, acheter leurs médicaments ou suivre des traitements. Désormais, les médecins réduisent leurs horaires et les techniciens sont mis en congé forcé. Pour de nombreux habitants, surtout les seniors vivant de loyers ou de petits emplois saisonniers dans les resorts, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est la perte d'un rythme de vie et d'une partie de l'âme même de la communauté arizonienne. Nuit, l'État de Washington. L'État de Washington, voisin immédiat du Canada, où des villes comme Seattle ou Bellingham furent longtemps des portes d'entrée pour le commerce, le tourisme et les liens humains. Mais peu à peu, plus de 30 vols reliant Seattle à Vancouver, Calgary ou Ottawa ont été annulés. Plus d'annonces appelant les passagers à embarquer, plus de poignées de main entre entrepreneurs des deux pays, plus d'enfants nés au Canada courant dans les halls d'embarquement. Ne reste qu'un ciel vide et des vies laissées sur le quai. 6 mois seulement après que le Canada a décrété l'interdiction des vols vers les États-Unis, l'aéroport international Seattle-Tacoma affichait déjà plus de 300 millions de dollars de pertes entre contrats d'exploitation annulés, recettes de stationnement disparues et chute des revenus commerciaux et touristiques. Et ce n'est pas que l'aéroport, l'hôtellerie, les services de transport, l'interprétariat ainsi que les centres de congrès de Bellevue et Spokane ont dû reporter une série d'événements internationaux. Les habitants s'interrogent comment un État si proche du Canada n'a-t-il pas été prioritaire pour maintenir des liaisons aériennes essentielles. Ce qui inquiète le plus, ce n'est pas tant la perte de vol que la perte d'un sentiment d'appartenance au monde. Le Washington fut jadis un hub, une porte vers le Pacifique, un lieu où les voisins du Nord se sentaient pour chez eux. Aujourd'hui, la porte est close et la question reste ouverte. Certaines initiatives comme le Pacific Elder Fund ont lancé le programme Bridgeback, permettant aux seniors de Washington ayant de la famille au Canada de bénéficier d'aides pour les communications internationales, de financement pour des moyens de transport alternatifs comme le train ou l'autocar et même de séances de soutien psychologique communautaire. N'ayant neuf, le Minnesota. Le Minnesota n'est pas forcément le premier État qui vient à l'esprit lorsqu'on parle de tourisme ou de commerce avec le Canada. Pourtant, il abrite des centaines de cliniques le long de la frontière, des centres de rééducation et des services médicaux spécialisés, des lieux familiers pour des milliers de Canadiens en quête de soins attentifs qu'ils peinent parfois à trouver chez eux. Aujourd'hui, tout s'est arrêté. Les vols reliant le Manitoba ou l'Ontario à Minneapolis ont été annulés. Plus de rendez-vous, plus de patients fidèles, plus de visages amicaux appelant les médecins du Minnesota leurs amis. L'État comptait sur un vaste réseau de seniors travaillant à temps partiel dans le secteur médical des petites cliniques locales aux maisons de retraite. Avec la disparition de la patientèle canadienne, ceux qui étaient le ossature du système de soins se retrouvent à leur tour mis de côté. Une association caritative, Heartland Care Circle, lève actuellement des fonds pour fournir un logement temporaire, des médicaments et une aide alimentaire aux personnes âgées ayant perdu leur emploi à cause du ralentissement du secteur médical, en particulier dans les régions frontalières. Imaginez, certains retraités vivent aujourd'hui dans leur camionnette mais continuent d'offrir aux autres la même attention et le même soutien que s'ils habitaient un château. C'est cela le Minnesota, un endroit où l'humanité persiste même lorsque souffle le vent glacial. Neuseeland 10, la Californie. La Californie, centre mondial de la technologie, du divertissement et du commerce, a longtemps été perçue comme une terre à l'abri des petites secousses. Mais des fissures apparaissent désormais là où on les attendait le moins. Plus de vols entre Toronto et San Francisco. Plus de délégations d'entreprises canadiennes en visite dans la Silicon Valley. Plus de groupes de retraités venus de Vancouver pour découvrir Hollywood ou retrouver des amis dans le comté d'Orange. À la place des conférences annulées, des aéroports silencieux, des agendas effacés sans bruit. Selon la Chambre de commerce de Californie, de nombreuses entreprises technologiques constatent une baisse moyenne de 15% de leurs revenus provenant de clients canadiens, et cela ne touche pas seulement le tourisme, mais aussi les logiciels, les infrastructures de données et la logistique. Les interruptions dans les chaînes d'approvisionnement, l'annulation de réunions en personne et la baisse des signatures de partenariats pèsent sur des milliers d'emplois indirects. Derrière l'image brillante de la Californie, il y a des millions de personnes qui font tourner la machine, non pas dans des bureaux luxueux ou autour de contrats à plusieurs millions, mais en débarrassant les tables, en conduisant, en préparant les salles de conférence.
Lorsque les vols s'arrêtent, ce sont elles qui ressentent le choc en premier. Pour les seniors en particulier, les travailleurs immigrés, la Californie a longtemps été une terre d'opportunités tardives. Un endroit où prolonger quelques années de travail afin de mettre de l'argent de côté pour la retraite. Aujourd'hui, beaucoup n'ont plus qu'un choix: se retirer plus tôt que prévu, dans le silence. Et si vous souhaitez poursuivre ce voyage à la découverte des vérités qui se cachent derrière des actualités en apparence ordinaires, pensez à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune des histoires à venir. Tout le contenu de cette vidéo est issu de rapports commerciaux, de données publiques et de documents officiels mis à jour jusqu'en août 2025. Cette vidéo n'a pas pour objectif de faire de la propagande politique, de critiquer quelque individu ou organisation que ce soit, et ne représente aucun gouvernement. Notre unique ambition est d'offrir un regard plus profond, plus indépendant, afin que personne ne soit laissé pour compte dans un monde qui change chaque jour un peu plus.